Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Geoffroy Lejeune, Vincent Herouet et l'avocat Charles Consigny. Encore un petit tour du côté de Londres où se trouve Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1. Stéphane, vous êtes à côté de Buckingham. Il y a un monde fou autour de vous, c'est bien cela? Racontez-nous. C'est le moins que l'on puisse dire, Laurence. Effectivement, une foule extrêmement compacte. Il a fallu que je m'éloigne à la fois pour trouver du réseau, parce qu'il y a tellement de monde que la connexion téléphonique ne fonctionne plus du tout à certains moments. Et puis ensuite, pour être un petit peu à l'abri de ce brouhaha qui est très british, très tranquille. Ce sont des conversations entre gentlemen. Vraiment, il faut saluer dans l'organisation de cet événement ce calme, ce pragmatisme. On est aimable avec son voisin, on le laisse passer, alors que très honnêtement, il y a des barrières partout, des policiers qui vous interdisent avec un grand sourire le passage, mais qui vous l'interdisent quand même. Et tout cela, se déroule avec énormément de respect et de dignité. On l'a vu tout à l'heure quand placé sur un affût de canon, le cercueil toujours drapé bien sûr de l'étendard royal et sur lequel était posée la couronne impériale sur un coussin violet ainsi qu'une gerbe de fleurs. Quand ce cercueil est arrivé, tout de suite, les Britanniques qui étaient avec moi l'ont massé le long de toutes ces barrières dans ce parcours, ont commencé à chuchoter. Vous vous rendez compte? Ils ont à peine vu arriver le cortège qu'instinctivement, ils ont baissé de plusieurs tons. Ils chuchotaient. Et au même moment, je vais vous faire une confidence, j'ai reçu un coup de téléphone de la rédaction en chef. Je peux vous dire que le vieux monsieur anglais qui était à côté de moi, coiffé d'un chapeau melon, il n'y a qu'à Londres que l'on trouve cela, m'a regardé gentiment, vraiment très aimablement. Il m'a dit « Bien sûr, c'est votre dernier coup de fil ». Le message était clair. Et c'est ainsi que s'est déroulée cette cérémonie. Et on retrouve là toute l'empreinte britannique. Un tout petit mot, Stéphane, de la famille royale qui suivait le cortège. C'est la première fois qu'on voyait réunis les 4 enfants, la reine Elisabeth, et les petits-enfants. Il y avait les princes William et Harry. C'est vrai, dans ce silence et ce recueillement et dans ce moment d'unité pour le pays, beaucoup de Britanniques me disent cela, me disent c'est une parenthèse. Alors, la famille royale doit aussi donner quelque part des gages de cette unité, y compris en son sein. Et effectivement, tout à l'heure, quand on a vu ces 2 garçons marchant côte à côte, ils sont très grands d'ailleurs, je ne les avais pas vus d'aussi près jusqu'à présent, c'est une image qui a rappelé celle que l'on a tous en tête et qui date d'il y a 25 ans pour les obsèques de leur mère, quand ils étaient derrière le cercueil de Diana. Et bien entendu, chacun s'est dit, Andrew et William sont là, sont ensemble, c'est quand même important. C'est un moment de recueillement national, mais c'est aussi un moment d'épreuve, de douleur familiale. Vous avez noté aussi qu'il y avait des différences. Le prince de Galles, désormais, était vêtu de son uniforme, alors que Andrew, par exemple, leur oncle était lui en civil, et qu'il n'était pas question qu'il puisse porter un uniforme, puisque le duc d'York a été banni de la monarchie et ses titres militaires lui ont été retirés en début d'année après avoir été au cœur d'un scandale, puisqu'il est accusé d'abus sexuels sur une jeune fille de 17 ans dans le cadre de l'affaire Epstein. Et donc voilà, on a vu les 2 garçons, on a vu également la princesse Anne, on a vu le roi qui était en uniforme naturellement. Bon, on a vu la famille avec certes des différences et qui viennent rappeler quelques épreuves ou quelques situations délicates ou quelques conflits entre les frangins, notamment entre les 2 frères qui perdurent, mais la famille était là. Et on signale aussi que le prince Harry était en civil parce que lui aussi Absolument. A perdu ses titres militaires. C'est ça, Stéphane ? Exactement, il était en redingote avec toutefois, je l'ai aperçu, je l'ai vu d'assez près, une barrière des médailles là, vous savez, je ne sais pas comment on peut décrire cela, je ne suis pas spécialiste de la chose militaire, mais en tout cas, il avait de nombreuses décorations puisque vous savez qu'il a été engagé notamment en Afghanistan. Merci beaucoup Stéphane Place pour ce récit palpitant de ce qui s'est passé cet après-midi. Vincent Herouet, tout ça va se prolonger, cette procession interminable des Britanniques et peut-être d'autres nationalités va se prolonger jusque lundi matin 5h30. C'est interminable. C'est à ce moment-là seulement, ça va durer des jours et des jours et des jours, qu'on va passer au deuil national. Là, ce n'est pas encore le deuil national. Vous êtes impatiente, vous êtes dans l'info continue, vous n'êtes pas dans le rituel de la monarchie. Nous sommes dans une autre temporalité. Ça fait 70 ans en plus qu'ils attendent ça, donc ils ne vont pas se priver. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu de tendance, alors c'est ce que remarquaient des esprits malins du protocole en France, c'est qu'ils ont un peu tendance quand même à tirer à la ligne. Ils abusent de ce moment de soft power absolument mondial.
On admire les uniformes, on admire les couleurs, on admire les décorations, on admire le rituel. On est dans un moment qui est vraiment plein de symbolique et de sacré. Cela étant, oui, c'est vrai que votre correspondant a raison de le faire remarquer. Il y avait 2 hommes en redingote dans la famille royale, 2 qui ne portaient pas l'uniforme. Ce sont les 2 qui ont fait la guerre. L'un au Malouine et l'autre en Afghanistan. Les 2 seuls qui n'avaient pas le droit de porter l'uniforme sont les 2 seuls qui ont connu le feu, qui ont connu la guerre et pas simplement dans les livres. Geoffroy Lejeune, vous vouliez réagir à ce que disait Charles Consigny tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nostalgie de la monarchie dans notre pays. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Déjà, je salue dans le courage de Charles Consigny, qui est en fait dans ce concert de nostalgie de la monarchie qu'on entend dans les médias français depuis maintenant depuis jeudi soir. Charles est probablement le premier, le seul, qui a osé dire que ça n'était pas ça du tout. Moi, je suis désolé. En fait, je vois quand même. On va pas dire que c'est une nostalgie de la monarchie, parce qu'en réalité, les Français connaissent assez mal ce régime, même si ça a été leur pendant 1500 ans. Et surtout, si on devait aujourd'hui rétablir la monarchie, on aurait probablement beaucoup de mal à le faire en France. On n'a pas de roi à mettre sur le trône, ou plutôt on en a 2. Donc il y aurait déjà une guerre, un pugilat pour le remplacer, qui finirait par ressembler à la démocratie. Donc la question n'est pas là. En revanche, il y a quelque chose dans la monarchie qui nous manque, et dont je pense inconsciemment, on a tous la nostalgie. C'est ce à quoi on assiste depuis bientôt une semaine maintenant. C'est cette forme d'unité qu'on voit du royaume et de ses sujets autour de la figure de la reine, qui est au-dessus de la mêlée politique, etc. Et que nous, on a perdu complètement. Si on refait l'histoire rapidement constitutionnelle de la France depuis qu'on s'est débarrassé du roi, on a eu des régimes qui ont volé en éclats, on a eu des républiques qui se sont succédées, balayées par les secousses de l'histoire, jusqu'à la Ve République, et qui d'ailleurs a fonctionné plus longtemps parce que le général de Gaulle a voulu justement une monarchie constitutionnelle. Et il y a d'ailleurs, c'est ce que aujourd'hui les opposants à la Ve République reprochent le plus à cette constitution, c'est d'avoir essayé de copier un peu. Et le général de Gaulle, on sait, était à défaut d'être un nostalgique, au moins plutôt un monarchiste en réalité. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, après 220 ans, 230 ans de libération de la monarchie, on en arrive à une situation où un pays aujourd'hui n'a comme événement commun que finalement, Vincent Hervouet le disait tout à l'heure hors antenne, les Coupes du Monde de football, où là tout à coup on parle de la communion du peuple français, et ça, et qui est même comme symbole commun, comme rituel commun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui unit tous les Français ? Peut-être le fait de passer le permis de conduire. Jadis, le service militaire qui ne concernait que les hommes. On a très peu de choses comme ça en réalité. Et aujourd'hui, vous voyez cette file d'attente, ces 30 heures d'attente pour aller saluer le cercueil d'une monarque. Eux, ils ont ça. Et je pense que ça, on peut leur envier. Charles Consigny. Je pense que c'est un non-sujet, franchement. D'abord, quand Chirac est mort, souvenez-vous qu'il y avait une très longue file d'attente aussi pour aller... Devant les Invalides. Objection. Ça a duré une demi-journée. Non, mais voilà, il y a des dizaines de milliers de personnes, c'est incomparable. Non. Ah bon, alors j'ai pas les chiffres exacts du nombre de personnes. Moi, je pense que c'est un non-sujet et qu'on peut pas... regretter la monarchie. Je pense que c'est un sujet exclusivement médiatique. Et je trouve qu'on en fait trop d'ailleurs pendant les Coupes du Monde sur la communion. Moi, je me fiche complètement qu'on gagne ou qu'on perde la Coupe du Monde de football. Je pense que beaucoup de Français s'en moquent. Et je pense qu'on est quand même tous, quoi qu'il arrive, attachés à notre pays, qu'on s'en fait tous une certaine idée. Et d'ailleurs, par exemple, quand il s'agit de voter pour notre monarque républicain au moment des présidentielles, on a un taux de participation qui est extrêmement élevé. Donc je me fais de moins, mais toujours extrêmement élevé malgré tout. Donc moi, je ne me fais pas de soucis. Je pense que l'unité des Anglais, elle est à relativiser aussi. Je suis pas sûr qu'ils soient tous bouleversés. Comme les gens qui viennent saluer cette dépouille. C'est assez juste, Vincent Hervouet. L'ensemble des Britanniques n'est pas en train de se lamenter ce soir. Je pense exactement le contraire de ce qui vient d'être dit, mais ce n'est pas une posture marketing, ce n'est pas une façon de se différencier. Je pense d'abord sincèrement que les Britanniques ont la grande chance de vivre dans une véritable démocratie. On a beaucoup contesté le choix qu'ils ont fait sur le Brexit et la façon dont les politiciens britanniques ont exploité la colère qu'il y avait dans la population par rapport à un certain nombre de choses, et avec beaucoup de mensonges. Mais il y a eu un grand moment, moi j'avais été très frappé, parce que j'étais sur place en reportage, de voir à quel point les Britanniques vivaient ce référendum d'une manière passionnée, fervente et très respectueuse. Il y a une vraie démocratie britannique, même si ces lois nous paraissent souvent un peu exotiques, étranges. Par ailleurs,
ce qui tient ensemble les Gallois, les Écossais, les Anglais, et on ne parle pas des Irlandais parce que c'est quand même un cas vraiment à part, ce qui les tient ensemble, c'est quand même l'affection déconcertante, le respect incroyable, à quel point ils s'identifient à la famille royale. Et c'est pas avec toutes les limites que cette famille qui est en permanence épiée donne, ils ne sont pas particulièrement admirables ou tout le temps admirables, mais il y a vraiment une espèce de communion. Les gens s'identifient à cette famille et se sentent britanniques d'abord, pas par le goût de la météo des chiens ou la connaissance de Shakespeare, ils se sentent anglais d'abord parce que ils s'identifient à cette famille. Et là, on dit qu'ils vont saluer la reine anglaise. Ils vont pas tellement saluer, ils ont besoin d'y être. Ils ont besoin d'en être. Ils ont besoin d'aller dans cette grande salle devant ce catafalque totalement impressionnant, écrasant, avec cette pompe funèbre. Ils ont besoin d'aller sur place, pas pour éprouver ce sentiment d'appartenance. Et moi, je crois vraiment qu'en France, l'un des problèmes de la France, c'est outre le fait on peut avoir honte de soi, honte de ses parents, on peut passer notre temps à insulter les générations qui sont passées avant nous, à réécrire sans cesse l'histoire et à gratter nos plaies. Il y a aussi, en plus, cette honte qui, contrairement à la fierté anglaise, il y a aussi l'impression de ne plus avoir grand-chose à partager et être cantonné dans son clan, dans sa région, dans son territoire, dans son milieu social, dans sa caste, avec pas le sentiment de la fusion des générations. Geoffroy Lejeune, vous partagez cette analyse de Vincent Hervouet ? Je la partage absolument. Mais d'ailleurs, tous les sondeurs ou les sociologues qui se penchent sur l'état de notre pays, je pense évidemment à celui dont moi je me sens le plus proche, ou en tout cas dont je partage le plus les analyses, Jérôme Fourquet, explique depuis en fait peut-être 2 décennies ce mouvement d'individualisme généralisé. Et donc aujourd'hui, je trouve ça déconcertant moi de voir des gens qui se retrouvent autour de quelque chose qui n'est pas eux et qui les dépasse encore une fois. Et puis il y a aussi cette formidable, malgré moi toutes les qualités et les vertus que je trouve à la Constitution écrite par Michel Debré et par le général de Gaulle, surtout par le général de Gaulle d'ailleurs, il manque, et puisque d'ailleurs c'est le propre de la monarchie, il manque la dimension de dynastie. Et en fait, tout à l'heure Charles disait que on est qu'est-ce que je raconte ? Je raconte exactement ce que je vais dire maintenant. Tout à l'heure Charles disait il manque la dimension de dynastie dans la Constitution de 58, c'est-à-dire il manque par rapport à la monarchie. Et vous disiez tout à l'heure, les Britanniques sont émus parce que c'était elle, parce que c'était cette reine, etc. Certes, son règne a été admirable et très long, mais il faut pas oublier que les Anglais chantent déjà God Save the King, pardon. C'est-à-dire que le roi est mort, vive la reine est morte, vive le roi, et que par ailleurs, Elisabeth II est devenue reine dans des conditions assez particulières, très jeune, après la mort de son père, qui n'était pas aussi populaire qu'elle, mais qui a eu des funérailles extraordinaires du même niveau que celles que nous verrons demain. Lundi. Lundi, excusez-moi, qui lui-même succédait à son frère qui avait abdiqué et qui a été tout de suite adopté par le peuple britannique. C'est-à-dire qu'en fait, la question de la succession ne se pose jamais. Et en termes de stabilité, c'est une énorme différence par rapport au système dans lequel nous vivons. Voilà. Allez, après, en un mot, Charles, parce que au Zimbabwe non plus, la question de la succession ne se pose pas. Le dictateur Mugabe est là depuis des années. Et c'est pas parce que c'est stable. Il est tombé depuis 2 ans. Il est resté pendant combien de temps ? Non, mais il est tombé il y a 2 ans. Il est resté pendant quoi, 60 ans. Et celui qui l'a remplacé, par contre, s'accroche au pouvoir. La question, donc, c'est pas posée. Mais non, mais parce que vous dites, c'est extraordinaire de dire, oui, la question de la succession ne se pose pas, donc c'est formidable. On parle du pays, une grande démocratie. C'est fondamental, au contraire. On parle du pays qui a inventé la démocratie, quand même. En tout cas, je pense qu'il n'y a aucun sujet, sur la monarchie. Allez, il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Elle rappelle des titres avec Michael Dorian et on continue ce débat ensuite.